Je vous note mon adresse, dit-il, en écrivant avec son index dans le creux de sa main. Ce genre de réaction gestuelle sert de sous-titrage à la parole, et sa traduction tombe sous le sens. Elle trahit les personnes qui ne maîtrisent pas leur langue maternelle ou qui disposent de peu de mots pour s'exprimer. En revanche, les attitudes statiques couramment reproduites, les postures typiques du corps, les gestes stéréotypés inconscients, refrains gestuels, que l'on retrouve chez chacun d'entre nous, sans distinction de culture ou de religion, sont ceux dont vous distinguerez la signification à l'écoute de ce vade-mecum qui vous suivra partout. Mis à part les refrains gestuels, que vous reproduisez invariablement ou alternativement de la même manière quel que soit le contexte, 80% de vos gestes et de vos postures corporelles changent de signification suivant le contexte de leur apparition ou ne représentent que des gesticulations insignifiantes. C'est dire qu'il faut être prudent avant de trancher ou d'interpréter un geste particulier. Les interprétations consignées dans cet ouvrage conservent donc un caractère indicatif. Prologue. C'est quoi un geste ? Les gestes se trimballent sous notre nez avec le dédain des fantômes, invisibles par définition. Combien d'entre nous y prêtent seulement attention ? Il est vrai que notre cerveau n'est pas habitué à décoder l'information en recourant à deux niveaux de compréhension. Le mot occulte la dimension gestuelle qui lui sert de décor. Deux registres qui s'ignorent superbement. Sans oublier que le look a pris du galon depuis que la vie quotidienne passe par l'image de la télé. Et pourtant, les gestes ne sont pas absents du décor. Pourquoi se priver des informations qu'ils véhiculent ? Le geste a le mérite d'être objectif et pourrait être enseigné au même titre que la parole ou l'écriture. Le message gestuel, pourtant tellement lisible, est largement escamoté par la mise en avant du message verbal, gommant ainsi une dimension primordiale de nos modes de transmission de l'information. Cependant, quand les gestes entrent en décalage avec le discours verbal, vous ressentez un malaise indéfinissable, comme quelque chose qui cloche dans la synchronisation entre le mot et le geste. Le vendeur passe sa pince pouce-index de chaque côté de ses lèvres en promettant à son client de livrer la commande dans les délais. Il vient de mentir. Un mensonge confirmé par le langage corporel instinctif, mais non décodé par l'acheteur. Or, les gestes parlent un idiome qui leur est propre, un langage qui n'est pas toujours en adéquation avec les mots associés par la conscience qui les prononce. Éternel combat entre le corps et l'esprit. Éternelle incompréhension entre deux modes de transmission de l'information qui s'excluent souvent mutuellement et se contredisent presque toujours. Je suis absolument d'accord avec vous, renchérit l'hypocrite qui croise résolument sa jambe droite sur la gauche. La position de ses jambes infirme sa pseudo-adhésion. Un discours bien construit crédibilise celui qui sait se servir des mots. Or, nous avons presque tous recours à des vérités de carnaval, sciemment ou non. Il faut bien conserver des rapports civilisés avec les autres. Il existe aussi des mensonges utiles. « Oh, qu'il est beau votre bébé !» s'exclame la voisine de lit en attente d'accouchement. Le môme est hideux, il a un gros nez qui lui mange le visage, pas un poil sur le caillou, le corps constellé de plaques rougeâtres et un front fiant. Les mots ne pensent pas ce qu'ils disent. Ils simulent la vérité, dissimulent la réalité. Ils aident le locuteur à reconstruire le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il voudrait qu'il soit. Les gestes ne s'embarrassent pas de ce double langage. Ils expriment la vérité ou la réalité que la parole tente d'enjoliver. « Je voudrais bien voir ça », objecte celui qui a l'air d'être le chef de la bande. Et tous de croiser les bras en chœur pour faire barrage à l'autorité du policier qui les interpelle. Il faut savoir que le croisement des bras est un geste barrière qui diminue fortement le niveau d'attention, car il indique un déficit passager de confiance en soi ou d'estime de soi. À l'instar des lieux communs ou des formules stéréotypées, il y a des attitudes gestuelles qu'il vaut mieux éviter de fréquenter, d'autres qu'il est recommandé d'intégrer à son vocabulaire gestuel. Mais est-il possible de prêter une attention soutenue à ces gesticulations expressives qu'il semble impossible d'endiguer et encore moins de contrôler ? Oui et non. Si on peut gommer certains tics gestuels dévalorisants,
Il est exclu d'envisager une reconversion gestuelle totale sans tenir compte de la qualité de votre discours verbal. Car le geste, après tout, n'est jamais que le décor de la parole ou de l'émanation silencieuse de la pensée. Je relis ma prose sur mon écran en posant mon coude gauche en appui sur le bureau et ma main sur ma bouche. À ce niveau, il s'agit clairement de rassembler les neurones partis à la récré. La main gauche révélera un besoin de faire appel à l'inspiration. La main droite, à la réflexion. Pourquoi met-on généralement sa main devant sa bouche pour lire le texte d'un courrier que l'on vient de taper sur l'écran de son PC? Parce que l'obturation de la bouche renforce la capacité de concentration ou d'évaluation. Quand je me tais, j'écoute. Le geste aide à simuler le silence mental et conforte forcément l'attention. Quand le cerveau est mis à contribution, la tête s'alourdit et les coudes en appui viennent automatiquement la soutenir dans son effort de concentration ou de réflexion. La capacité de jugement aussi a besoin des coudes pour prendre un recul indispensable. Toutes ces observations sont rudimentaires. Ce qui est étonnant quand on aborde les gestes de cette manière, c'est qu'on réalise très vite que les refrains gestuels que l'on croit détenir en exclusivité appartiennent à tout le monde. Et que la pensée qui produit un réflexe aussi simple que la rupture du contact visuel est suscitée par un sentiment de gêne ou un refus de poursuivre le dialogue, aussi bien chez vous que chez l'autre, sans distinction de sexe, de culture, de religion, etc. Quand Jules a reproduit un doigt d'honneur à l'attention de l'autre automobiliste, il a pris peur en le voyant sortir comme un boulet de canon de son véhicule. Il a compris qu'il s'exposait à des représailles. Craignant une attaque imminente, il a baissé les sourcils pour protéger ses yeux. L'autre était tout rouge de colère. Il gueulait comme un mégaphone. Comme l'évolution rapide de la situation indiquait que son adversaire n'était que légèrement agressif et que le conflit ne semblait pas comporter de risque de dérapage, Jules a haussé les sourcils, très tartarin de Tarascon, pour renvoyer quelques insultes bien frappées à son agresseur. Le haussement des sourcils sacrifie la protection des organes de la vue pour l'avantage tactique que lui procure une meilleure vision de ce qui l'entoure. Mais toute cette scène se déroule avec une rupture permanente du contact visuel entre les protagonistes. Nous fonctionnons tous sur le même voltage, de la pensée au comportement, des conduites aux motivations, des gestes à la parole. C'est la foule de personnes qui crée l'effet de clonage, comme c'est la multiplication des gestes qui donne l'impression qu'il ne s'agit là que de gesticulations insignifiantes. Mais les personnes sont toutes différentes, et les gestes aussi. Support fondamental de la crédibilité d'une image sociale, l'impact des gestes est largement supérieur à celui du discours, ou même à celui que dispense l'apparence vestimentaire. Le message gestuel féconde le discours, offrant un relief particulier aux mots-clés de ce dernier. Les sourcils marionnettes qui ponctuent les mots-clés, vous connaissez. Car le corps s'exprime en parallèle aux mots, mais pas toujours au diapason du discours. C'est pourquoi il est indispensable d'y être attentif. Il a le front très ridé quand il lève les sourcils pour ponctuer ses phrases. On dit que les fronts ridés appartiennent à des personnes soucieuses. L'individu soucieux au front creusé est essentiellement un individu qui voudrait échapper à la situation dans laquelle il se trouve, mais qui, pour une raison quelconque, ne le peut pas. De plus, il rit avec le front plissé, ce qui signifie qu'il est aussi inquiet. Le langage fantôme. Les gestes sont la manifestation de la dimension émotionnelle qui sous-tend toutes les actions humaines. Comme l'explique le psychologue Stephen Nowicki, un spécialiste qui a étudié les aptitudes non verbales des enfants, ceux qui sont incapables de déchiffrer ou d'exprimer leurs émotions sont sans cesse frustrés. Au fond, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Cette forme de communication est sous-jacente à ce qu'ils font. Nul ne peut empêcher son visage ou ses gestes d'exprimer ses sentiments, ni dissimuler le ton de sa voix. Pourquoi la lecture des gestes n'a jamais été l'objet de recherches systématiques de la part de la communauté scientifique? Pour plusieurs raisons que je vais vous livrer ici. Allumez la télé à l'occasion d'une émission de débat politique et essayez donc de suivre les débats sur deux niveaux, verbal et non verbal. Malgré une concentration accrue,
vous constaterez très vite que vous vous laisserez happer par le discours des intervenants en oubliant complètement de prêter attention à leurs gestes. De temps à autre, un geste récurrent sortira du lot. Vous en retiendrez la chorégraphie à défaut d'en comprendre le sens. Notre mode d'écoute n'est pas entraîné à saisir deux actions simultanées aussi différentes que l'observation visuelle et l'écoute. Le degré d'attention ne peut s'investir de manière équivalente sur deux paliers sensoriels aussi différents. Nous discriminons instinctivement les deux automatismes, écouter et voir, sans pouvoir les associer dans une écoute globale de l'autre. Comment ? Tu n'as pas vu le geste qu'il a fait sous ton nez ? De quel geste tu parles ? Il a posé son index en travers de sa gorge tout en te proposant une augmentation d'ici à la fin de l'année. Et alors ? Ce geste signifie que tu ne seras plus dans la boîte d'ici là. Tu rigoles, il ne peut pas se passer de moi. Tu te prends pour Madame Irma ? Donc, tu vas accepter de bosser tous les week-ends jusqu'à la fin de l'année pour boucler ces dossiers ? Bien entendu, Madame Irma. Tu es con stupide. Tu vas bosser comme une bête et tu seras remercié en échange. Je te le dis, tu verras que j'ai raison, insiste sa collègue. Le bosseur a été débarqué à la veille de Noël. Dans notre société structurée, le discours a tout naturellement trouvé sa place en tant que mode de communication privilégié. Les essais de compréhension du vocabulaire gestuel ont toujours concerné les signes conventionnels et certains gestes convenus. Le pouce levé pour signifier son accord, par exemple. Tout le reste est considéré comme pure spéculation. Mais ne faut-il pas commencer par la spéculation sur un faisceau de traductions possibles, de recoupement entre les contextes et les événements qui suscitent ces séquences gestuelles pour offrir un contenu à ce langage fantôme? J'utilise cette expression de langage fantôme à dessein, car il faut bien admettre que le geste n'est a priori qu'un contenant sans contenu explicite. Le corps est le sanctuaire de l'esprit. L'observation des gestes ou des caractères morphologiques variables est une discipline dont les règles ne sont pas encore institutionnalisées. Ce n'est ni une spécialité anthropologique, ni une discipline enseignée aux spécialistes des ressources humaines. Comme si le visible était gommé au profit de l'invisible. Le psychisme est réduit à ses manifestations comportementales ou psychologiques subjectives. Le corps, éminemment objectif, est globalement absent du jeu. C'est le comble de l'aveugle. Le dessin des lèvres est considéré comme un acquis morphologique préprogrammé sans rapport de causalité avec l'évolution existentielle du sujet. Il me regarde avec sa bouche amère, une bouche en assiette de potage renversée. J'ai l'impression qu'il me crache son dégoût à la figure, les lèvres verrouillées. Il ne commente pas, ne réagit pas. Je constate que son regard est éteint. Je parle à un mur. Il est ailleurs, perdu dans le chaos de ses pensées parasites, sans aucun doute. L'étude des caractères évolutifs de la morphologie humaine est tenue pour de la cartomancie. Terminus. Tout le monde descend. Je crois que le succès des ouvrages de Desmond Morris, celui de mes livres et des travaux de Paul Ekman aux États-Unis, pour ne pas citer tout le monde, prouve qu'il y a là un champ de connaissances encore mal défriché qui mérite d'être exploité au-delà des publications destinées au grand public. Le mythe de l'Eldorado n'a pas encore livré tous ses secrets. Pourquoi ce manque de curiosité de la part de la communauté scientifique ? Comme l'écrit Jean Fourastier, les savants n'ont jamais aimé les continents vierges. Ils préfèrent parler de ce qu'ils connaissent plutôt que de s'interroger sur ce qu'ils ignorent. Votre corps, cette chose qui bouge, mérite mieux qu'un « il est beau, moche, gros, maigre, long ou courteau ». Il mérite un « tu » ou un « toi » affectueux, car il contient plus que les quelques dizaines de kilos de viande ou d'eau qui vous constituent. Votre corps n'est pas que la vitrine de votre vanité. Il est aussi et surtout le sanctuaire de votre âme articulée par une machinerie fabuleuse. Quand vous croisez les doigts, coudes en appui, tandis que vous écoutez religieusement le formateur qui pérore sur son estrade, vous faites appel à cette âme immatérielle dont l'émanation la plus concrète se situe au creux de ses mains et de ses doigts qui se nouent. Les principes mâles et femelles se rassemblent pour vous donner la force de poursuivre votre chemin. Le croisement des mains, par exemple, est dit cognitif. Le pouce droit domine le gauche.
ce qui signifie que vous avez affaire à un individu rationnel et carré dans son approche intellectuelle. Une info qui vaut son pesant d'or dans certaines circonstances de recrutement. Inutile de lui faire miroiter les avantages virtuels de votre candidature. Vous devez rester sur du concret et éviter de fantasmer à haute voix. Lettre A. Les gestes sont la musique du corps. L'accolade. Le président pose sa main gauche sur l'épaule droite d'un homme politique du camp adverse qu'il vient de déboucher proprement en lui proposant une sinécure. Qui est le président? Qui est l'opportuniste qui se rallie à son panache pour ne pas mourir idiot? Quelle importance? Les hommes politiques font partie d'une grande famille dans laquelle on peut trahir ses amis d'hier et se rallier à ceux d'aujourd'hui en attendant de s'en faire des ennemis pour demain. Lors d'une accolade très protocolaire entre deux personnes, l'une des deux pose l'une de ses mains sur l'épaule de l'autre. Cette manière d'accueil, souvent conviviale en apparence, est un héritage de l'adoubement des chevaliers du Moyen-Âge par leurs suzerains. Celui qui pose sa main sur l'épaule de son interlocuteur est celui qui détient le pouvoir ou souhaite faire passer ce message à son vassal supposé. Si votre interlocuteur ne détient pas vraiment le pouvoir et vous impose cette accolade, il tente de vous inféoder. La main qui vient se poser sur l'épaule droite est souvent la gauche, chez un droitier. Or, l'épaule droite est le siège de l'ambition. Une main qui s'y cramponne est une façon de limiter l'ambition de celui qui reçoit l'accolade. Quant à la main qui se pose sur l'épaule gauche, elle est un message d'affection ou de reconnaissance à un ami. S'accrocher. Il suffit que je le contrarie pour qu'il accroche ses mains aux accoudoirs de son siège. Comme j'ai remarqué son manège, je m'amuse à le contrarier systématiquement chaque fois que nos points de vue divergent. On s'accroche involontairement à son siège, aux accoudoirs, à ses poignets, à son bon droit, mais pas à ses devoirs. On se raccroche à ses prérogatives, on se suspend à ses avantages sociaux, on se cramponne à la vie quand la mort se présente, etc. L'accrochage est un ancrage du mental en traduction corporelle. S'agenouiller. S'agenouiller représente un acte de soumission, mais procède aussi d'un besoin de transformation ou de recréation, notamment dans un contexte religieux. La génuflexion était et est encore une marque de pseudo-révérence à l'égard d'un personnage de haut rang, au point qu'on fléchit les genoux par déférence envers un interlocuteur sans même s'en rendre compte. Pour la révérence ou l'agenouillement devant les hauts personnages, le fléchissement des genoux est associé à une attitude de soumission. Impossibilité de fuir. Mais soyez attentifs. Le fléchissement du genou droit est un acte de soumission frauduleuse et agressive. Celui du genou gauche, un acte de soumission authentique. Les aisselles. Les aisselles sont le siège de l'optimisme et de son ennemi juré, le pessimisme.